Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau Medavis Live. Aujourd'hui, on va parler télémédecine à l'hôpital et avoir le retour d'expérience de l'hôpital de Lille, de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Lille et plus spécifiquement du service des urgences. Et on a la joie d'accueillir aujourd'hui donc, le docteur Enrique Cordova et le docteur Emmanuel Chabda, dont je crois c'était le sujet de thèse d'ailleurs, cette expérimentation. Et ils vont nous présenter tout ça lors de ce Medavis Live. Donc moi, je suis le docteur Nicolas Camus, je suis médecin généraliste sur Bordeaux et aussi directeur médical du Medavis depuis quelques années. Je vais vous laisser vous présenter, Enrique et Emmanuel. Bonjour à tous, donc je suis le docteur Chavda, je suis urgentiste à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et je travaille avec le docteur Cordova sur le projet de téléconsultation post-urgence. Et je suis le docteur Cordova Enrique, médecin urgentiste à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille aussi. Et je suis le responsable du projet Télescope en téléconsultation. Donc, on va avoir bien la description du dispositif, le pourquoi du comment est-ce que vous avez mis ça en place, et puis surtout, ce qui va nous intéresser énormément, c'est les résultats chiffrés. Qu'est-ce que ça a apporté dans la pratique? Très, très rapidement, très succinctement, une mini présentation de Medavis. On a des solutions de télémédecine pour les territoires, pour les CPTS, pour les équipes de soins spécialisés, pour les établissements hospitaliers ou les cliniques privées. Voilà, un système d'adressage, des modules de téléexpertise, de téléconsultation, des lignes téléphoniques dédiées, et puis on a un programme Medavis adresseur, donc pour faire communiquer le premier et le second recours et favoriser l'accès aux spécialistes, une messagerie entre praticiens. Enfin, il y a pas mal de nouveautés qui apparaissent tous les mois et dont on est très fiers. Voilà, très rapidement. Et maintenant, je vous laisse la parole pour ce retour d'expérience. Donc, je vais vous présenter les origines de notre projet. Télescope, c'est un dispositif de téléconsultation post-urgence qu'on a mis en place à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul depuis début 2020. Donc, les origines du dispositif donc, il y a les origines objectives, c'est-à-dire on avait dans la région et en tout et partout en France en 2019 un mouvement social qui prenait lieu aux urgences sur les conditions de travail qui étaient extrêmement difficiles. Et donc, parce qu'il y avait ce qu'on appelle l'équation impossible, c'est-à-dire si on compare que l'année 2000, on avait 50 000 places d'hospitalisation en France, et il y avait 12 millions de passages par les urgences. Et en 2017, on avait 21 millions de passages en France et on avait perdu 10 000 places d'hospitalisation. Donc, c'était impossible pour les services d'urgence de gérer tous ces flux des patients. Donc, et ce qui donnait lieu à l'engorgement des urgences, qui n'est pas propre de la France ni de la région. D'ailleurs, c'est un peu partout dans le monde, ce phénomène qui a comme conséquence directe une augmentation de la mortalité, et même dans les personnes valides, jusqu'à 9%, et chez les personnes fragiles, encore plus, jusqu'à 30%. C'est des chiffres énormes, en fait, qui nous donnent une idée de l'importance, de la gravité de l'engorgement aux urgences. Ces tableaux assez clairs, je trouve, qui montrent l'évolution des nombres de passages aux urgences dans notre hôpital comparé au nombre de passages en France. C'était la preuve surtout que nous, on a eu beaucoup plus d'augmentation que la médiane en France. Et aussi, à cause de ça, on a réfléchi à des moyens de désengorger les urgences. Donc, cette augmentation de l'engorgement, donc, comme
a comme effet direct une durée d'attente qui est prolongée, un retard de prise en charge, et ça donne lieu à des erreurs des thérapeutiques, des diagnostics, des hospitalisations qui ne sont pas indiquées, et là, une répétition des bilans pour les patients. Et ce qui entraîne aussi, d'un autre côté, surtout pour les patients fragiles, une augmentation de la violence dans les services et de la maltraitance. Pour ça, il y a la littérature très, très vaste sur ces sujets. Donc, la justification de notre dispositif est aussi basée sur les idées du rapport de la Cour des comptes en 2019, qui a pris comme un problème central le désengorgement des urgences et qui proposait de développer des alternatives aux urgences hospitalières. Et nous, on a eu cette idée donc, de créer une téléconsultation post-urgence. Donc, la base de ça, c'était savoir qu'on a quand même 30% un peu partout dans le monde et en France d'hospitalisation non pertinente dans les urgences. Donc, c'est-à-dire, on s'était dit qu'on avait eu à peu près 30% des patients qu'on pouvait cibler et laisser probablement sortir à la maison et les revoir assez précocement. L'idée, c'était ça. Donc, c'est cibler des patients, les laisser sortir et 24 heures après, faire une téléconsultation pour évaluer le retard. Et donc, c'est là qu'est née la téléconsultation post-urgence. Et nos patients sont ciblés avec des critères assez précis, c'est-à-dire d'une hospitalisation qui est non indiquée. Donc, ça, c'est un des critères principaux et qui n'est pas des diagnostics précis. Donc, c'est-à-dire qu'on a un doute sur certains patients. Ça arrive souvent aux urgences et qu'on considère qu'il y a une réévaluation clinique qui est nécessaire pour les pronostics. Et ils sont tous englobés dans la catégorie CCMU 2 et 3. C'est la classification des malades aux urgences. Et donc, pour notre classification, donc, on les a mis dans ces groupes. Donc, et les résultats, c'est on les laisse sortir précocement. Ces patients qu'on a ciblés, on les laisse sortir à la maison. On les voit en téléconsultation le lendemain. Et ça donne lieu à trois situations possibles. Une, que les patients ils soient bien. Et donc, on les laisse à la maison, l'évolution est favorable et le patient reste chez lui. Et on indique une suite de prise en charge par le médecin traitant, toujours par le médecin traitant. On envoie toujours les patients au médecin traitant. Le deuxième cas, c'est qu'on considère qu'il y a une hospitalisation nécessaire, soit une réconvocation aux urgences, soit on appelle directement les services impliqués. Et dans notre cas, c'est la médecine interne, la gériatrie, la rhumatologie, l'hématologie, et qu'on appelle directement, et ils sont au courant de notre dispositif. Et donc, on fait des hospitalisations directes suite au passage aux urgences quand on considère que c'est nécessaire. Donc, et la troisième situation, c'est qu'on pense que le patient il nécessite un examen complémentaire, c'est-à-dire ou une échographie, ou un écho-doppler, ou un scanner abdominal, par exemple, quand ils ont une douleur abdominale qui est persistante ou qui se localise plutôt entre iliaque droite. Donc, on prescrit directement chez nous les scanners, les patients vient aux urgences ou il va directement dans la salle des scanners et après, le chirurgien déjà est prévenu de l'arrivée du patient et il revient aux urgences avec un gain de temps et des diagnostics qui est facilité. Donc, ça, c'est les trois situations. C'est un dispositif inédit, c'est-à-dire ça n'existait pas auparavant, ça n'existait pas dans la littérature. Il y a beaucoup de raisons qui pouvaient expliquer ça. C'est surtout que c'est une nouvelle façon de voir les désengorgements aux urgences. La deuxième chose, c'est qu'avant, les patients, ils ne savaient pas un smartphone qui pouvait avoir accès à Internet et que les téléconsultations n'étaient pas autorisées par ces moyens aussi. Donc, on a pris dès que c'était possible, donc on a mis en place les dispositifs chez nous. Et donc, on s'attendait comme amélioration
Donc, pour les patients, surtout une amélioration diagnostique et thérapeutique, diminuer les hospitalisations inadéquates, augmenter les hospitalisations directes, diminuer le temps de passage aux urgences, faciliter l'accès aux examens complémentaires, diminuer les complications, donc chute, agitation, des infections nosocomiales, et augmenter la confiance des patients dans notre hôpital, et tout en diminuant l'engorgement aux urgences. Voilà. Et pour les services, et donc, l'objectif, c'était diminuer l'encombrement et optimiser les flux des patients. Donc, orienter les patients dans la bonne filière des soins, améliorer notre résultat et qualité des prises en charge, augmenter les lits disponibles et diminuer les événements inappropriés. Donc, diminuer les réconsultations et la répétition des bilans. Et les transferts, diminuer les transferts parce qu'on n'avait plus de place, en fait. Si on gagne des lits, donc on diminue nos transferts à d'autres services. Et un des effets secondaires qu'on avait prévu, c'est la diminution des procès judiciaires à l'encontre des services d'urgence, parce que ça arrive souvent sur des patients dont la prise en charge n'est pas tout à fait claire, et c'est l'enchaînement des mauvaises décisions. Voilà. Donc, oui. Sur l'installation alors peut-être que vous allez revenir après, sur la mise en place du projet. Donc, vous estimez à 30% le nombre d'hospitalisations non pertinentes. Alors, on a bien vu comment vous sélectionnez les patients. Est-ce qu'il y avait des typologies de patients où vous disiez, eux, de toute manière, ils ne rentreront pas dans le projet, ou vous aviez fait une liste de symptômes ou d'orientation diagnostique qui pouvaient rentrer dans le projet? Comment est-ce que… En fait, on a un petit tableau des critères d'inclusion et d'exclusion des patients, qui est un tableau assez général, c'est-à-dire dont les critères d'inclusion, c'était que les patients ils soient valides, qu'ils soient un smartphone, qu'ils rentrent dans la classification CSMU 2-3, qu'il n'y ait pas de diagnostic d'hospitalisation directe. Et dans les critères d'exclusion, c'était les patients qui ne sont pas valides, qui techniquement ils ne peuvent pas les faire, ou des patients seuls. C'est-à-dire on ne laisse pas rentrer les patients seuls à la maison. Et entre deux, on a laissé nos collègues discerner les patients dont ils croient qu'ils vont bénéficier de la téléconsultation. Donc, à premier abord, comme ça n'existait pas avant, on n'avait absolument pas d'études sur le type des patients qu'on allait voir. Donc, on s'était préparé un peu à recevoir toutes sortes des patients. Et moi, j'avais l'impression qu'on allait avoir beaucoup de patients gériatriques, par exemple, parce que parfois, on sait qu'on laisse sortir des patients gériatriques parce qu'on considère que c'est mieux qu'ils rentrent à la maison. Et des fois, on les garde, alors que même si on sait qu'ils seraient mieux à la maison, on s'est dit, j'ai besoin d'aller voir le lendemain. Donc, on pensait qu'on allait avoir pas mal de patients gériatrique dans notre groupe des patients, et finalement c'était pas les cas. Ouais. Et maintenant, c'est vrai qu'on nous demande souvent d'essayer de faire des tableaux plus directs sur les types de patients, mais vous allez voir après avec les résultats de la thèse, globalement, on est efficace quand on laisse le médecin choisir les types de patients pour lesquels ils sont les besoins dès qu'on les voit assez rapidement. Donc, on laisse les critères cliniques finalement du médecin juger sur la nécessité de la téléconsultation. D'accord, super clair. Et en termes de… Donc, c'était effectivement innovant, c'était le début de la téléconsultation. Comment est-ce que ça a été pris par les personnels de l'hôpital, au sens très vaste, hein, les urgentistes, les personnels paramédicaux des urgences et aussi les spécialistes, parce que finalement, ils sont aussi dans la boucle, radiologues, chirurgiens, internistes. Comment est-ce qu'ils vous ont regardé au début? Vous allez voir un peu, ça fait partie des résultats de la thèse d'Emmanuel, mais il y a une partie aussi, c'était juste avant de commencer
notre projet. Donc, j'ai contacté les chefs des services, des différents services. J'ai présenté notre projet. On a parlé assez clairement des bénéfices qu'on attendait et que d'un autre côté, ce n'était pas une grosse masse des patients qu'ils devaient gérer de façon différente, que nous, on prenait vraiment les décisions au pas d'hospitalisation. Et on a reçu une réponse très favorable, en fait, une très favorable acceptation du protocole, en sachant que on ne leur demande pas non plus d'accepter 10 patients par jour, ni rien. Les hospitalisations directes, c'est plutôt quelque chose de rare. Et c'est globalement, à 100%, c'est des indications, des bonnes indications d'hospitalisation. Donc, ils sont satisfaits de cette prise en charge. Et c'est vrai qu'on a dû informer en avant l'évolution du projet. Et c'était vraiment un accueil très favorable. Super, très clair. Je vous laisse continuer. OK, donc on était sur le bénéfice qu'on attendait pour la collectivité. Et donc, ensuite, diminuer les hospitalisations évitables, les examens redondants, les transports sanitaires et les complications de l'hospitalisation, qui a un coût phénoménal pour la communauté. Et soulager aussi les médecins traitants des villes, parce qu'ils avaient des consultations tout autour de notre hôpital qui étaient vraiment très importantes, et qui motivait que des patients qui viennent dans notre service aussi parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de voir leur médecin traitant. Donc ça, c'était les objectifs de notre projet. Et là, je vais laisser la parole à Emmanuel qui va nous raconter ce que ça a donné, l'évolution, et que c'est partie de sa thèse. Voilà, donc je vais vous parler donc, de l'évaluation des effets attendus, donc, qu'on a vu juste précédemment. J'ai donc réalisé pour ma thèse une étude qui était prospective comparative, et on a utilisé 2 périodes de 4 mois avant la mise en place du dispositif en 2019, et puis après en 2020, une fois que le dispositif était bien en place. On a fait une étude multidisciplinaire qui comportait 6 points principaux. Le premier point le plus important pour nous, c'était la comparaison du niveau d'encombrement aux urgences. On a également comparé les taux d'hospitalisation à 72 heures. On a fait une étude de satisfaction des patients. D'un point de vue ensuite plutôt organisationnel, on a cherché à comparer les durées moyennes de passage de nos patients aux urgences. Et puis ensuite, on a demandé l'avis de nos collègues concernant leur perception à eux du niveau d'encombrement. Et puis enfin, on a comparé les niveaux de plainte. On va donc revoir chacun de ces points un à un. Pour la comparaison du niveau d'encombrement aux urgences, on s'est basé sur le score NEDOX. Le score NEDOX, c'est un score qui nous a été proposé dans la littérature, un score qui est bien utilisé, qui est un score composite, qui a été calculé chaque heure et qui nous a donné, sous forme de l'échelle que vous avez là en bas à droite, un niveau de tension dans nos urgences qui allait du niveau normal au niveau dangereusement surchargé. Ensuite, nous avons donc comparé les taux d'hospitalisation. Ça venait du fait qu'on s'est dit que finalement, est-ce que la procédure de téléconsultation pouvait compromettre la sécurité des patients, vu qu'on les laissait sortir, on va dire, un peu précocement des urgences. Eh bien, on a calculé le taux d'hospitalisation dans les 72 heures après la téléconsultation. Et ça, pour nous, c'était aussi un reflet en fait, de l'adéquation entre nos critères d'éligibilité, qui étaient, comme on l'a dit précédemment, relativement larges, et le suivi en téléconsultation. Les bénéfices pour le patient, eh bien, effectivement, nous avons utilisé un questionnaire de satisfaction. On a donc rappelé chaque patient à 15 jours de la téléconsultation avec un questionnaire relativement simple et rapide pour eux.
via une échelle de Likert à 4 niveaux, comme c'est un peu l'usage pour les questionnaires de satisfaction. Nous avons également donc comparé les durées moyennes de passage aux urgences, à la fois pour les patients convoqués en téléconsultation, mais également pour l'ensemble de nos patients aux urgences. Ça nous a permis de savoir si finalement la téléconsultation avait un impact sur nos patients en téléconsultation, mais également sur la prise en charge du flux global de l'ensemble des urgences. Et on partait de l'hypothèse que bien, ça devait faciliter les flux et donc réduire les durées moyennes de passage. L'autre questionnaire a concerné le personnel des urgences. Il a cherché à savoir leur perception interne du niveau de tension en complément du score NEDOX. Et enfin, le dernier point de notre étude, c'était la comparaison du nombre de plaintes, que ce soit les griefs de contestation diagnostique ou de prise en charge. Donc on a compté à la fois le nombre de réclamations simples à l'hôpital et puis les poursuites contentieuses avant et après sur une période un peu plus large que les 4 mois du reste de l'étude. Nos résultats, bien concernant l'encombrement et le score NEDOX, on a des résultats qui sont très positifs. Là, vous avez en fait un graphique qui montre le différentiel horaire selon le niveau de charge. Donc, on voit que finalement, grâce à la téléconsultation, eh bien, on a augmenté de 160 heures la tension dite normale dans notre service d'urgence. Donc, on a eu 160 heures supplémentaires avec un niveau de tension dit normal et on a réduit de 129 heures et de 19 heures les niveaux occupés et surchargés. Donc, finalement, un graphique qui se déplace globalement vers un niveau d'encombrement normal. Les deux périodes, pré-test et post-test, on va dire, elles étaient sur des mois similaires? Alors, elles étaient pas tout à fait sur des mois similaires parce que on verra, il y a la crise Covid qui est arrivée en même temps, donc c'était pas des mois similaires. Et on a cherché justement à ce que ce soit plus comparable en utilisant un nombre de passages, en se basant plutôt sur le nombre de passages comparables que sur le mois de l'année. Et on l'avait en fait sur la première slide, c'était... j'ai été trop loin. Voilà, on avait janvier, février, avril, mai. Et ensuite 4 mois qui se voulaient à peu près proches, mais qui ont été choisis justement pour que le nombre de passages soit le plus proche possible. Qui étaient statistiquement similaires. Voilà. Parfaitement similaires. Ouais. Sur le plan statistique, tout à fait comparable. Donc voilà. Concernant notre taux d'hospitalisation, en fait, on a obtenu un chiffre de 6,2% d'hospitalisation à 72 heures pour nos patients en téléconsultation, ce qui était tout à fait satisfaisant, puisqu'on avait une moyenne de 25% d'hospitalisation pour le reste des patients. Donc, on a une différence qui est forcément significative chez nos patients téléconsultés. Et puis, surtout, nous, ce qui nous intéressait, c'était que, finalement, on l'a dit tout à l'heure, les patients qui bénéficiaient d'une téléconsultation, eh bien, c'était des patients pour lesquels on avait un diagnostic incertain, avec une évolution incertaine, et qu'on avait, en temps ordinaire, tendance à hospitaliser ces patients pour une durée relativement courte, mais en tout cas à les garder hospitalisés en surveillance, et que du coup, finalement, la téléconsultation a permis, dans notre situation, d'éviter 152 hospitalisations. 152 hospitalisations sur 4 mois, ça nous fait à peu près 9,5 hospitalisations par semaine, ce qui est considérable au vu des capacités de notre service d'hospitalisation de courte durée, qui est de 7 places. Concrètement, toutes les semaines, c'est comme si on avait épargné un service et demi du HTD. Et quand on en pensait les patients, ils étaient satisfaits. Ils étaient satisfaits, voire très satisfaits pour 91,8% d'entre eux.
et la grande majorité, 87%, étaient prêts à reconsulter en téléconsultation. Donc, globalement, eux étaient vraiment très satisfaits. Et ça se ressentait déjà durant les téléconsultations. Les durées moyennes de passage, maintenant, eh bien, étonnamment, elles ont été allongées. Elles ont été allongées à la fois pour les patients reconvoqués en téléconsultation et puis pour l'ensemble des patients aux urgences. On voit entre 31 et 87 minutes. On reviendra sur les raisons probables qui expliquent l'augmentation des durées moyennes de passage chez nous. Le personnel, donc on les avait concertés pour avoir leur point de vue interne du ressenti de l'encombrement. Et eux aussi ont ressenti une réduction de l'encombrement en journée essentiellement, puisque la différence est plus marquée en journée. On a baissé d'un niveau finalement en journée sur le ressenti de l'encombrement. Ils sont aussi enthousiastes puisque la plupart d'entre eux sont favorables au développement de la télémédecine. Hein. On était déjà à 67%, à 83% pardon, avant la mise en place de la téléconsultation et on est monté à 95% de collègues favorables suite à la mise en place du dispositif et aussi sont d'avis que le dispositif peut réduire notre problématique d'encombrement des urgences. Les comparaisons du nombre de plaintes, finalement, donc nous avons comparé 2019 et 2020, avant et après la téléconsultation, et on avait globalement le même nombre de plaintes entre les 2 années. Donc là, on n'avait pas de différence sur le nombre de réclamations et de plaintes. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'on n'en avait aucune contre télescope. Les biais de notre étude, eh bien, elles sont de 3 ordres. On avait d'abord une partie de données manquantes, puisque tous les patients qui ont bénéficié de la téléconsultation n'ont pas répondu au questionnaire. Certains ne l'ont pas souhaité, d'autres n'étaient plus joignables par téléphone. Donc on a un petit manque de données à ce niveau-là. De façon plus importante, eh bien, on avait la crise pandémique à Covid, qui, je vous dis, est tombée juste durant l'étude, durant la phase test qui était prévue en 2020. Donc, on a dû finalement réarranger nos périodes d'études pour que celles-ci soient bien comparables. Et puis, on avait probablement une baisse de la fréquentation durant la période de Covid suite au confinement, et puis avec des motifs d'entrée qui étaient un peu différents. Le troisième point important, eh bien, c'était l'agrandissement du service, puisque celui-ci avait été prévu déjà de longue date, et puis il a été un peu accéléré pendant le Covid pour justement pouvoir accueillir davantage de patients dans de meilleures conditions. Et ça a un impact, et notamment sur nos durées d'attente plus longues aux urgences, puisqu'on a en fait la littérature qui nous rapporte que lorsqu'on a un service qui est agrandi, on ne modifie pas le niveau d'encombrement, mais en revanche, on augmente les durées d'attente. Et donc, voilà, la littérature le décrit finalement assez bien. Ça, c'est probablement une des raisons qui fait qu'on a eu des durées d'attente allongées, contrairement à ce qu'on attendait. Et puis, on se dit qu'également, on avait des motifs de recours différents à cause du Covid. Et puis qu'on avait finalement des patients avec une clinique plus incertaine, qui nécessitaient plus d'examens complémentaires et probablement également une seniorisation encore plus étroite avant de permettre à ces patients justement d'être envoyés au domicile. Donc, tous ces points, je pense, expliquent largement les durées d'attente plus longues. Et d'un autre côté, il fallait se familiariser avec la mécanique de notre procédure, parce qu'on a besoin que les patients soient informés de la procédure, on a besoin qu'ils signent le consentement, on doit introduire l'adresse mail et le numéro de téléphone, ce qui retarde, c'est des petits procès qui retardent la prise en charge. Donc, on avait plusieurs facteurs qui pouvaient expliquer ça. Je pense clairement que maintenant, l'attente est bien moins longue parce que tous les
le personnel sont familiarisés avec la procédure, que ça devient de plus en plus simple et direct, et les indications sont plus claires aussi pour nos collègues. Donc, je pense que sur ce point-là, on est en train de poser la question de refaire l'étude actuellement parce qu'il y en a plus d'entrées qu'avant et on pense qu'on pourrait avoir des résultats encore plus favorables. C'est ça. Et du coup, bon, globalement, Télescope, pour nous, c'est un outil qui s'est montré sûr pour les patients, qui nous a permis de réduire l'encombrement aux urgences avec des patients qui sont satisfaits, tout comme notre équipe, tout comme notre équipe professionnelle qui est satisfaite et qui nous soutient dans ce projet. Et donc, l'actualité, les projets, ben, tout à fait. On a donc déjà fait une première publication sur un rétexte en fait, de notre utilisation de la téléconsultation pendant le Covid, puisque finalement, en fait, le dispositif était prêt à l'usage, on va dire, dès le début du Covid, et donc on a pu l'utiliser d'emblée et finalement assez à grande échelle pour pouvoir voir de nombreux patients, et ça a été rapidement mis en place. Donc, on a publié déjà cette première étude. L'idée, c'est d'aller plus loin, de reprendre les éléments de la thèse, comme le disait Dr Cordova, pour ensuite voilà, avoir des résultats encore plus ciblés, encore plus précis et représentatifs. Et puis, voilà, après, on va présenter le dispositif en congrès. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Et puis poursuivre l'évaluation du dispositif de téléconsultation par la suite. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter sur… Oui, en fait, on a des demandes de certains hôpitaux qui voudraient mettre en place notre dispositif et on est en train de réfléchir à la façon dont on va procéder en fait pour ça. Voilà. Un grand voilà, merci. Merci à tous. C'était hyper complet. Pour ceux qui veulent poser des questions, j'ai pas rappelé, mais il y avait le petit onglet questions et réponses à côté. En attendant que les premières questions arrivent, deux petites choses. Combien de temps après est-ce que vous programmiez la téléconsultation après la sortie des urgences? Est-ce qu'il y avait un temps défini ou est-ce que c'était à l'appréciation de chaque médecin en fonction du patient? En fait, la première idée, c'est faire le plus précocement possible, c'est-à-dire aux 24 heures de la sortie maximum. Mais après, on a vu qu'il y a certains patients, surtout avec le Covid, qui pouvaient se permettre d'attendre plus pour les voir et que c'était plus utile d'ailleurs de les voir à quelques jours après. Et donc, il y a aussi le fait qu'on ne fasse pas la téléconsultation samedi et dimanche, par exemple. Donc, on a des patients, une accumulation de patients de samedi et dimanche qu'on voit lundi. Donc, ce n'est pas 24 heures pile et ça peut déborder. Ça peut être un peu plus long. D'accord, super. Et donc, vous leur expliquez comment télécharger l'application, vous preniez rendez-vous avec eux. Est-ce qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas au rendez-vous après la téléconsultation, des perdus de vue, ou est-ce que finalement tout le monde a joué le jeu? Oui, c'est arrivé. Non, c'est arrivé qu'on ait des perdus de vue, hein. Globalement, surtout pendant la période Covid, il y a des gens qui ont eu spontanément une évolution favorable la plupart du temps et puis qui finalement voyaient moins ou plus l'intérêt de la téléconsultation et qui n'ont pas forcément installé le dispositif. Donc après, on les rappelait pour s'assurer que c'était bien un oubli et pas un problème technique. Mais oui, c'est arrivé, ils nous ont dit tout va bien et finalement voilà. Donc, mais de moins en moins, finalement, les gens rappellent. D'accord.
On a une question de Christophe Gattuso. Au total, donc depuis le début de l'expérimentation, combien de patients ont bénéficié de télescopes? Depuis Vous avez le continué début. après, j'imagine, après la thèse? Oui, 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 on continue, on Et continue. ben, vous en êtes à combien là, a priori? au total, c'est difficile. Sur la thèse des 4 mois, on avait à peu près 300 patients. Globalement, 300 patients, sachant que pour certains, on faisait parfois plusieurs téléconsultations, hein. Donc, ça, c'était sur les 4 mois. Et donc, là, on poursuit même avec une montée, on va dire, en puissance du programme, puisqu'on en a parfois plus maintenant. Donc, je ne saurais pas Donc, vous dire on exactement. n'a pas les chiffres maintenant, parce qu'on est en train d'augmenter, mais c'est à peu près notre cible, c'était toujours 5 par jour, 5 patients par jour, parce qu'on s'était dit, c'est déjà, si on fait ça, c'est 5 lits qu'on libère par jour, pas dans notre service, et on est à peu près à ça. Des fois, on déborde beaucoup, et donc je pense que 5 par jour, c'est une bonne moyenne pour D'accord. Donc, c'est des consultations. déjà une superbe évolution depuis finalement pas très longtemps. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, la part de patients qui bénéficient de ce suivi par téléconsultation par rapport à l'ensemble de ceux reçus aux urgences, ça, je pense qu'il y avait le slide, c'était bien expliqué la proportion. Non? Effectivement, on peut revenir dessus si j'y arrive. En fait, là, on ne l'aura pas en proportion, parce que je pense que là, voilà, ça le traduit pas vraiment, mais vous voyez, on a quand même le nombre de passages total qui était de 12 816 sur notre période de test, et on avait fait 162 téléconsultations. Donc, oui, merci. Non, oui. Donc, c'était à peu près de 2%. Pendant la thèse, c'était à peu près 1,5% ou 2%. C'est ça, c'était un petit peu moins de 2%. Et actuellement, c'est plus, on fait à peu près 150 entrées par jour, en fait, dans le service, et on est à 5%, 5 patients par jour. Une autre question sur quelle fut l'implication de la direction de votre établissement? Est-ce qu'il y a eu un processus de management hospitalier, une reconnaissance par votre administration, ou est-ce que c'est resté quelque chose vraiment très médico-centré? À partir du moment que j'ai eu l'idée de mettre en place les projets, donc on avait présenté le projet à la direction des projets de notre hôpital, et ils étaient enthousiastes, vraiment, vraiment. C'est-à-dire on a eu beaucoup d'appui de leur part, et d'ailleurs, c'est eux qui se sont occupés de la partie de chercher l'application, laquelle ils sont. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Medavis, d'ailleurs, parce que c'est eux qui sont mobilisés pour trouver la bonne application. Et donc, depuis, on a eu cette aide aussi logistique pour mettre en place les protocoles, parce qu'on a des protocoles de flux pour nos patients établis déjà, signés par la direction, signés par les chefs des services. On a toute une logistique derrière qui a été mise en place avec l'aide de la direction. C'est-à-dire, on a dû, par exemple, modifier les DPI de notre service pour inclure la télémédecine, et on a dû passer des messages directs aux secrétaires pour qu'ils fassent les courriers. Tout ça, ça a été fait avec l'aide de la direction. On a été vraiment, vraiment aidés par eux. Dr Cordova, si vous pouviez revenir sur les principaux critères médicaux d'éligibilité à Télescope. Donc, tous nos patients, ils s'englobent dans la classification de la CCMU 2 et 3, c'est-à-dire
C'est des patients qui n'ont pas des critères d'hospitalisation directe, pas des diagnostics précis. C'est des patients qui sont valides, c'est des patients qui ne sont pas seuls, c'est des patients qui ont techniquement la capacité d'avoir une adresse mail et un smartphone qui peut permettre la réalisation de la téléconsultation. Et donc, dans cet ensemble, c'est le médecin urgentiste qui décide lequel ils vont bénéficier de la téléconsultation. Et donc, les tableaux assez typiques, c'est par exemple la douleur abdominale. La douleur abdominale qui a un bilan rassurant et une diminution de la symptomatologie, mais on veut savoir l'évolution sur quelques heures. Donc, les patients, on les laisse rentrer à la maison et on les recontacte très précocement et les patients sont globalement à jeun. Et on pose des questions bien précises. C'est ça aussi le bon côté du projet, c'est-à-dire on a déjà des résultats de prise en charge, on a déjà un résumé de l'examen clinique et pour certains, on a déjà l'imagerie médicale. Donc, on sait quelles questions on va poser. Et c'est des questions très, très simples et directes, c'est-à-dire est-ce que la douleur a migré, est-ce que vous faites de la fièvre et donc, ce qui facilite notre prise en charge. Et donc, on sait… Et déjà, quel est le patient? Si la douleur a migré entre ciliaque droite, on sait quoi faire. Ou si ça fait plutôt colique néphrétique, on sait aussi qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'est un des tableaux typiques. Un autre tableau, c'est par exemple les syndromes inflammatoires, mais qui n'ont pas d'origine précise. Donc, ce type des patients, on fait un suivi le lendemain et parfois on demande une biologie en externe pour comparer l'évolution du syndrome inflammatoire. Ça, on a ça aussi comme type des patients. Et c'est assez divers. Parce qu'on n'a pas, c'est la traumatologie. On n'a pas du tout des patients des traumatologies. Et nos patients âgés, au début, je pensais qu'on en allait avoir pas mal, sont vraiment, vraiment très peu. Et pendant la période de Covid, on a eu beaucoup des patients qui rentraient dans notre protocole et qui rentrent aussi dans le protocole Covid. Donc, ce qui a montré l'utilité du dispositif post-urgence. Super. Et une dernière précision avant de se quitter, comme ça tout le monde va pouvoir reprendre ses consultations. Sur la part de patients dont le recours aux urgences ne s'imposait pas, je crois que vous aviez répondu 30% des hospitalisations qui n'étaient pas justifiées au début de… Tout à fait. Dans la littérature, est-ce que ça rentre dans les critères d'hospitalisation non pertinente? C'est-à-dire, il y a à peu près 30% d'hospitalisations qui sont considérées non pertinentes. Donc, les raisons de cette non-pertinence sont multiples. Hein. C'est-à-dire, des fois, c'est des raisons sociales, c'est manque d'équipe, pas d'avis ou autres. Et donc, cette population, c'était aussi, c'est-à-dire, c'est un peu la raison pour laquelle les dispositifs existent. Ok, super. Merci pour votre participation. Encore félicitations pour cette expérimentation qui finalement continue. Il y a même Monsieur Barbiot qui vous dit que ce travail devrait être présenté au congrès de la Société française de santé digitale en octobre prochain. Donc, il n'y a plus qu'à candidater. En fait, pour tout vous dire, j'ai présenté mon diplôme des télémédecines. C'est basé sur l'origine du projet. Et il a eu un accueil très, très, très chaleureux. Et donc, on m'a demandé de le présenter au Congrès européen des télémédecines. Ça, c'était en 2019. Donc, j'ai présenté les prémices du projet dans le Congrès européen des télémédecines. Et avec plaisir, on pourrait le présenter dans les résultats. Les résultats, ça serait bien comme… Ouais, surtout qu'ils sont flagrants et finalement, même après, ça continue et ce n'était pas juste un one-shot. Donc, c'est des projets qu'on aime bien.
Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. On n'a pas l'intention non plus d'arrêter. On a vraiment des échos favorables et des hôpitaux qui voudraient le mettre en place. Donc, je ne pense pas qu'on va s'arrêter des sitôt. Très bien. Un grand merci à tous nos auditeurs pour vos questions, pour votre patience. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi et à très bientôt pour un prochain live. Et on suivra votre parcours et vos, et vos publications futures. Et encore un grand merci à tous. Merci à vous.